Cet homme déambulant tel un touriste anonyme dans les rues de Strasbourg est médecin, mais pas n'importe lequel. Christian Marescot est professeur de neurologie. Il a fait l'essentiel de sa carrière aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Humaniste passionné, lanceur d'alerte, médecin engagé, il est tout ça à la fois. Pour nous, il est un témoin incontournable des dysfonctionnements observés depuis des années au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg. La désorganisation de certains services, l'inertie des directions qui se sont succédées et le camouflage systématique des erreurs commises au détriment des patients. Christian Marescot a payé très cher l'aide gratuite qu'il a apportée aux familles qui ont fait appel à lui. Il a été mis à la retraite anticipée. On l'a violemment écarté et éloigné de ses patients. Ça s'est fait de façon brutale. J'ai appris que j'étais à la retraite par les portiers de l'hôpital parce que ma carte n'ouvrait plus, je crois, le 1er septembre 2016. Ça a plus changé pour mes patients. J'ai essayé de trouver un moyen pour continuer à voir des gens que je suivais parfois depuis des années, voire des dizaines d'années, et que j'ai dû abandonner dans la nature. Donc oui, ça a changé ma vie parce que l'hôpital était un peu toute ma vie. Ça m'a fait vivre comme un retraité. Moi, j'étais persuadé que j'arriverais à trouver un compromis avec l'hôpital pour pouvoir au minimum continuer à voir les gens à l'hôpital, même si je n'avais plus de fonction officielle. Et là, clairement, c'était non. Et si je l'avais fait, c'était dans plus totale illégalité et à mes risques. Les problèmes du professeur Marescot débutent en 2010. Depuis quelques années déjà, il s'est aperçu que les appareils d'IRM d'Haute-Pierre sont occupés toute la journée par les radiologues pour leurs consultations privées et les urgences passent après. Il le signale à la direction, mais rien ne change. Un cas va provoquer sa colère, celui d'Alexandra Belhadj. Cette jeune femme de 20 ans à l'époque a failli mourir à cause de ce dysfonctionnement récurrent du service de radiologie. Le 12 avril 2010, vers 2h30 du matin, je me suis réveillée avec des violents maux de tête qui ont commencé tout doucement et puis ça montait crescendo et puis vers 3h ça passait pas du tout. Donc j'ai pris un Doliprane, un deuxième et j'ai attendu un petit peu, j'ai attendu. Et quand j'ai commencé à sentir un engourdissement dans le bras gauche vers 4h30 du matin, j'ai décidé de me rendre aux urgences de l'hôpital d'Haute-Pierre. Alors j'ai très vite été prise en charge, on m'a tout de suite fait passer de l'autre côté de la super porte vitrée, on m'a installée dans un box, on m'a mis une perfusion pour la douleur et puis ensuite j'ai dû patienter. À partir du moment où j'ai été installée et que j'étais allongée, c'est allé très vite. Ouais. À 7h du matin, j'étais tétraplégique. Le calvaire d'Alexandra va se prolonger pendant des heures. Elle ne peut plus bouger, elle le dit, mais personne ne la croit. Un scanner est tout de même réalisé, il est jugé normal. À partir du moment où ils ont vu que le scanner revenait normal, ils n'ont plus vraiment cherché à savoir d'où ça venait. Et puis ils ont très vite basculé vers le côté psychiatrique en pensant que je simulais. Et donc ils m'ont envoyé un psychiatre. Il fallait à tout prix avoir une IRM pour savoir ce que c'était. Et en fait, les 2 machines IRM de l'hôpital de Haute-Pierre ont été occupées par des patients ambulatoires et privés jusque vers 17h30. Puis les 2 machines ont fermé, entre guillemets, et à 21h a commencé la garde. Donc à 21h, Alexandra a enfin eu son IRM. Une IRM sera pratiquée plus de 15 heures après l'arrivée de la jeune femme aux urgences. Là encore, l'image est qualifiée de normale. Avec le fonctionnement un peu particulier des IRM à Haute-Pierre, les jeunes médecins n'étaient pas formés à l'IRM. Donc le jeune chef de clinique qui a interprété a mal interprété, a cru que les anomalies qu'il voyait au niveau de la moelle étaient liées à un côté flou des images à cause des mouvements. Et c'est vrai que si on bouge pendant une IRM, c'est comme quand on bouge sur des photos, c'est flou, entre guillemets. Le problème, c'est que comme elle était paralysée, elle ne bougeait pas. L'état d'Alexandra s'aggrave. Elle a de plus en plus de mal à respirer et va passer la nuit dans les sous-sols de l'hôpital. J'étais vraiment très inquiète de devoir rester seule, j'avais peur de m'endormir. Si j'arrêtais de penser à respirer, je ne respirais plus. Donc j'avais vraiment besoin que quelqu'un reste avec moi pour que je ne m'endorme pas. J'ai insisté, j'ai demandé, mais comme j'étais en détresse respiratoire depuis le matin, j'avais beaucoup de mal à parler. Donc mon père a commencé à un petit peu s'énerver, enfin
à être un petit peu plus virulent dans sa demande de rester à mes côtés. Et donc, il a été escorté à la porte de l'hôpital par des policiers. Alexandra est restée seule dans une chambre. On lui avait mis la sonnette sous la main, en lui disant « mais au moins de problème, t'appelles ». Mais elle était paralysée, elle ne pouvait pas bouger des mains. Les infirmières du matin sont venues pour me faire ma toilette. Elles m'ont gentiment demandé de me lever, ce à quoi j'ai répondu qu'il m'était impossible de bouger ne serait-ce qu'un orteil. Et puis elles m'ont dit qu'effectivement, il fallait que je me secoue. Donc elles m'ont assise au bord du lit en me prenant d'une part et d'une autre sous l'aisselle. Et elles ont essayé de me mettre sur mes jambes. Ce qui s'est résulté par un échec total. Je me suis écroulée par terre. J'ai pas pour habitude d'avoir peur ou de me sentir fragile, mais là vraiment je pensais que si mes parents, je comptais les minutes jusqu'à ce que mes parents arrivent parce que je me disais chaque minute qui passe c'est une minute que j'ai gagnée, mais c'est aussi une minute je pensais vraiment que j'allais mourir. Comme elle était jeune, comme c'était une femme, comme elle avait un nom d'origine arabe, on a envisagé ce qu'on appelle un syndrome méditerranéen, c'est-à-dire quelqu'un d'origine outre-méditerranéenne qui, par rapport à des petits trous ou pas trop du tout, en surajoute, sursimule, voire simule tout à fait simplement. Très vite, les médecins ont été persuadés qu'elle simulait. Le médecin qu'on a vu m'a menacé, parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti, m'a menacé de me faire une ponction lombaire si je n'arrêtais pas mon cinéma. Alors moi j'ai demandé à mon père si ça faisait mal. Mon père m'a répondu non, t'inquiète pas, forcément un père essaye de rassurer sa fille. Et le médecin m'a regardé, m'a dit à mon père, monsieur Bellage, arrêtez de lui mentir, madame Bellage, une ponction lombaire c'est atroce. Donc si vous faites semblant, c'est le moment d'arrêter. La ponction lombaire a eu lieu, je n'ai absolument rien senti du tout. Et donc on a attendu les résultats de la ponction lombaire qui bien évidemment sont revenus normaux. Et dans ces cas-là, on a indiqué à mon père qu'il fallait que je sois vue par un neurologue, donc de l'hôpital civil, qui était au centre de Strasbourg, avant de terminer dans ma place de destination finale, qui était la psychiatrie. Alexandra est transportée dans les locaux de l'hôpital civil, où un neurologue consulte son dossier. Il étudie rapidement scanner et IRM, et il établit tout de suite le diagnostic. Et puis il a dit à mon père textuellement, ça a été très court, je ne garderai pas la patate chaude entre les mains pour l'hôpital d'Haute-Pierre, votre fille est en détresse respiratoire, elle fait un accident vasculaire, il faut qu'elle soit retransférée à l'hôpital d'Haute-Pierre pour qu'elle soit admise dans un service de réanimation. Alexandra est passée très très près de la mort. Je pense qu'au moment où elle a été intubée en urgence dans les locaux de la neurologie, on était à quelques dizaines de minutes, au maximum 1 heure, 2 heures, avant que la paralysie de tous les muscles respiratoires et du diaphragme la tue. Rapatriée en urgence à Haute-Pierre, Alexandra est admise en réanimation. 2 jours de coma et un verdict terrible annoncé à ses parents. Votre fille restera à jamais dans un état végétatif. Mais après 7 mois d'hospitalisation, la jeune femme va commencer à s'asseoir et à retrouver l'usage de son bras droit. Mais le côté gauche reste paralysé et certaines séquelles sont irréversibles. J'ai gardé une paralysie partielle de tout le côté gauche et puis sur le plan urinaire, plus rien ne fonctionne. À Haute-Pierre, c'est le blackout, interdit de donner la moindre information à la famille. Les parents d'Alexandra prennent un avocat car rien ne s'est passé normalement dans la prise en charge de leur fille. Alexandra passera 2 fois devant une commission d'indemnisation en vain. Les erreurs accumulées en 2010 ne seraient pas la cause de son handicap d'aujourd'hui. La jeune femme a finalement décidé de renoncer à toute autre action. De toute façon, ils peuvent me donner tout l'or du monde, toutes les réponses qu'ils veulent. Les séquelles seront toujours là, il n'y a rien qui va arranger mon état physique. Depuis son plus jeune âge, Maxime Walter passe plus de temps sur son vélo que sur ses 2 jambes. Et ses parents, ses premiers supporters, le suivent partout. Max, allez Max! Allez Max, c'est bien, allez! Sur route, sur piste, sur terre, Maxime fonce. Il ne se ménage jamais, poussé par sa passion du cyclisme. Ce jour de septembre 2008,
Maxime est à l'entraînement avec tous ses copains de club quand il fait une chute. Thierry, son père, est là. Il a fait un soleil par-dessus le vélo sur une pente. Le souci, c'est qu'il ne s'est pas dégagé de sa machine et il a pris le guidon dans le bas-ventre. Quand on est arrivé, Maxime physiquement n'avait rien. Physiquement, il était comme tout le monde, à part qu'il se plaignait vraiment. Il n'arrivait déjà plus à marcher. Il était déjà tout le temps... il se mettait en boule parce qu'il avait très mal au ventre. Des examens révèlent une lacération de la rate avec hémorragie massive. Et c'est là que tout s'est accéléré. D'un seul coup, on a vu qu'il devenait livide et qu'il était en train de partir. Et là, ils ont mesuré la tension 6. Elle l'a dit à l'interne, je l'ai entendu. C'est bas, c'est bas, c'est très bas, c'est pas bon. Et on est parti en courant vers le bloc opératoire. On arrive au bloc opératoire. Les portes étaient ouvertes. Ils nous attendaient. Que Maxime va subir l'ablation de la rate, que c'est une intervention pas plus grave qu'une appendice, qu'il y en a pour 30 minutes et que tout va bien se passer. Et là, ils sont rentrés au bloc avec lui et ils nous ont laissé à l'extérieur. Là, on s'est assis devant les portes du bloc opératoire. Il était exclu. On nous a demandé d'aller ailleurs. J'ai dit non, moi je reste là, devant les portes du bloc. Comme ça, quand il en sortira, je serai là. Et donc on a attendu, et à un moment, il y a l'interne qui revient pour nous dire que ça va durer plus longtemps que ce qui était prévu. Là, on s'est inquiété. Alors je dis, mais vous l'avez opéré ou pas ? Elle me répondait pas. On est rentré en réa, et là on a attendu encore. À un moment, moi je suis rentré. Il s'attendait pas à me voir, et là je vois quoi ? Je vois une scène mais apocalyptique. Vous voyez un gamin mouillé, en transe, qui n'était pas conscient, qui était plus dans un état de conscience totale. Je pense même pas qu'il a remarqué que j'étais là. Et là, ils m'ont demandé de sortir parce qu'il y avait du sang partout. Là, je vois qu'il y a des poches étalées par terre, vides, qui avaient été transfusées. Et il y en avait sur 2 trépieds, il y avait différentes poches qui étaient accrochées. Ce que les parents de Maxime ignorent, c'est que le chirurgien n'est pas là. S'il y a une plaie au niveau de l'artère de la rate ou de la rate, si vous n'intervenez pas, vous transfusez, ce qui s'est passé chez Maxime. Donc c'était un enchaînement sans fin. Et tout le sang qui était transfusé, donc, se retrouvait piégé dans l'abdomen, sortait par l'artère de la rate et par le tissu de la rate, et petit à petit gonflait l'abdomen. Thierry et Caroline Walter revoient leur fils un peu plus tard dans l'après-midi. Là, il était propre, nettoyé, mais il était dans un état de conscience, oui, mais il se plaignait. Il n'arrêtait pas, il râlait, j'ai mal, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Et ça n'a été que tout l'après-midi. Et bien sûr, après, il y avait des pics de douleur où il se tordait dans tous les sens. Il disait, j'ai mal aux jambes, je sens plus mes jambes. On s'est retrouvé seul avec des infirmières qui fuient et tout ça aussi, parce que, je veux dire, nous, on n'en pouvait plus, mais les filles n'en pouvaient plus non plus. Maxime avait mal, ça stressait les infirmières, ça nous stressait nous. On demandait de l'aide, personne n'arrivait. Et que vous êtes impuissant face à tout ça, et que vous avez beau appeler, que tout le monde vous dit oui, il va venir, vous inquiétez pas, il va venir. Et que personne n'arrive. Moi j'ai fui, à un moment j'ai fui. J'ai fui parce que je ne supportais plus. Ce qui était impressionnant, c'est on lisait pas la peur, l'angoisse et le fait de pouvoir partir de cette chambre le plus rapidement possible. C'est tout ce qu'on voyait. On constatait juste avec ça que ce qui était en train de se passer n'était pas normal. Mais le souci, c'est quoi ? C'est que pourquoi, quand un médecin est appelé dès 12h50, il met presque 6 heures à venir se déplacer ? Cette intervention banale aurait dû être assurée par Raphaël Mogg, chirurgien pédiatrique. Mais ce médecin de garde ce jour-là n'est pas à l'hôpital et il ne se déplacera pas avant 18h30. On peut voir ici, tableau de garde, urgence chirurgicale pédiatrique. Et M. Mogg était de garde le dimanche, le samedi, le dimanche et le lundi en fait. Mais il n'était pas là. Sauf qu'il n'était pas là. On l'appellera d'ailleurs... J'arrondis les chiffres, à 1h, à 2h, à 3h30. Il rappellera à 4h, grosso modo, et il viendra entre 6h et 6h30 et décidera, je le dis, haut et fort, de laisser mourir Max. Alors là, quand Maxime a compris qu'il ne voulait rien faire, ça je m'en souviendrai toujours, ça me reste cette image. Il enlève le drap et il lui dit « Aidez-moi, docteur, regardez, c'est pas normal, aidez-moi, docteur ». Et là, il le regarde, et il s'en va. Officiellement, Maxime serait mort le lundi après-midi et c'est à ce moment-là qu'il est décidé de l'opérer. Un des experts le confirmera devant la cour d'appel de Colmar, rejugeant le docteur Mogg en mai 2016. Question de maître Guittard. On opère donc un mort ? Réponse de l'expert. À mon avis, oui. Une intervention chirurgicale sur un cadavre, incroyable et insupportable pour les parents de Maxime.
Très tôt, le lundi matin, la réunion où tous les médecins se rencontrent pour pouvoir voir les cas du week-end, on y a annoncé le décès de Maxime Walter. Il l'opère 2 fois. Et il l'opère 2 fois. Le mardi soir, quand ils ont enfin arrêté toutes les machines et que le cœur s'est arrêté de battre, que les médecins ont tous foutu le camp, et j'étais seul avec une infirmière dans la chambre, et quand il gaspe pour la dernière fois, moi je lui ai dit, voilà, de rentrer en paix, quoi, de faire de son... Maintenant, c'est le vrai voyage qui va démarrer pour lui. Hein. Et là, quand je me lève en pleurs, il y a l'infirmière qui me retient et qui me dit « Monsieur, battez-vous, ce qu'ils lui ont fait n'est pas normal. » Pour les parents de Maxime, exiger la vérité devient le combat de leur vie. Ils vont très vite déposer plainte, visant directement le chirurgien qui a refusé de se déplacer pour opérer leur fils. Ils vont faire appel à un avocat spécialiste de ce genre de dossier, Jean-Christophe Coubris. Notre cabinet, nous ne gérons que du dommage corporel. Donc en effet, j'ai, je dirais malheureusement, eu l'occasion de croiser des milliers de victimes. Et je dois reconnaître que l'histoire de Maxime est unique. C'est qu'il y a un acte volontaire, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, à laisser mourir Maxime dans des conditions horribles, dans d'affreuses souffrances. Et en effet, il décédera, officiellement 2 jours plus tard, mais sur le dossier médical quelques heures après. J'avais promis de lire les expertises et donc j'ai commencé, il y en avait 3. Au fur et à mesure qu'on entrait dans la première expertise, puis dans la seconde, puis dans la troisième, on voyait qu'il était évident pour tous les experts que le chirurgien savait qu'il était arrivé en retard et savait aussi qu'en décidant de ne rien faire alors qu'il avait de longues heures de retard, la mort de Maxime était obligatoire à 100%. Il n'y avait aucune possibilité que Maxime survive sans une intervention en urgence. Et je suis revenu dès le lendemain, je crois dans la matinée, ramener les expertises. Et en entrant, j'ai dit aux parents, là vous venez définitivement de me gâcher ma vie de médecin, parce que je n'ai jamais pensé que quelque chose d'équivalent était possible dans le monde dans lequel je vis. L'ordre de Dijon a eu à se prononcer et à sanctionner. Et de façon assez exemplaire, même si ça peut paraître ridicule. Mais sévère. Mais sévère pour ce que nous avons l'habitude de lire. Une interdiction de 3 ans dont 1 an ferme, ce n'est pas rien. C'est franchement lourd de conséquences. Et regardez le jugement qui a été porté par le Conseil de l'Ordre de Dijon, c'est de lui dire qu'il n'a pas le droit d'exercer, mais parce qu'il doit se former. C'est hallucinant qu'un chirurgien qui approche de la fin de sa carrière ait une sanction en disant « il est temps que vous appreniez votre métier ». Il faut bien comprendre, en effet, le sens de cette condamnation. Parce que ceux qui l'ont condamné sont profondément convaincus de cette difficulté à gérer une situation d'un patient au bloc. Ça, c'est aussi très inquiétant. Parce que là, ça m'amène même à me poser une autre question. C'est pas 1 an qu'il faut l'interdire d'exercer ferme. C'est définitivement jusqu'à la fin de sa carrière. Évidemment, le docteur Mogg a fait appel. Nous avons proposé au docteur Mogg de nous rencontrer. Il a refusé. Au téléphone, 10 ans plus tard, il n'exprime aucun remords et ne veut pas endosser seul la responsabilité de la mort de Maxime Walter. Donc pour vous à l'époque de l'affaire Maxime Walter, il y a une faute collective. Faute collective, il y a des dysfonctionnements, peut-être collectifs, mais oui, on peut dire ça. En fait, à 18h30, quand je suis repassé, j'ai croisé l'anesthésiste qui sortait et qui m'a dit qu'il l'avait vu et que tout allait bien. C'est vrai que je suis pas allé le revoir. Ouais, c'est pour ça que vous parlez de faute collective, quoi. Vous êtes au moins 2, quoi. Plus la réanimatrice qui était à son chevet toute la soirée. La personne qui l'avait vraiment en charge, c'est la réanimatrice qui était avec lui, mais qui a dit que à 8-9 heures le soir, quand elle était avec lui, elle discutait avec lui, elle plaisantait même avec lui, et elle était loin de penser qu'il était en train d'évoluer vers un décès. Et l'hôpital, malgré les divers jugements, 3 tribunaux différents, si on rajoute la commission d'indemnisation, etc., qui disent ce qu'a fait le chirurgien est scandaleux, le Conseil de l'Ordre qui dit ce qu'a fait le chirurgien est scandaleux, et l'hôpital, oui, mais on va quand même pas trop le lui reprocher. Bon, c'est des choses qui arrivent à tout le monde, de faire des choses scandaleuses qui entraînent la mort d'un adolescent. Je suis employeur. J'ai un de mes salariés
qui commet une faute suffisamment grave pour entraîner le décès d'un enfant, je pense qu'il y aurait quelques mesures que j'aurais l'obligation de prendre. Eh bien, rien n'a été fait. Et au contraire, le centre hospitalier a protégé Mogg. Lettre du directeur général des HUS à la juge d'instruction. Il me paraît donc essentiel à la bonne marche du service public hospitalier que le docteur Mogg puisse reprendre son activité dans les meilleurs délais. J'en ai beaucoup voulu au corps médical. On nous a fait assister à l'horreur et en même temps, on nous a pas laissé l'accompagner. Et ouais, c'est compliqué. C'est pas dire au revoir, quoi, tout simplement. Ce 25 juin 2015 est un grand jour pour Fanny et Cédric, son compagnon. Leur fils, Lucas, vient de naître après un accouchement difficile qui aura duré 11 heures. Alors que la gynécologue de la jeune maman recommandait un accouchement par césarienne, celui-ci a eu lieu par voie basse à l'aide de spatules. Très vite, le bébé présente des troubles inquiétants. Dès le lendemain, en fait, il commence à avoir des spasmes et il avait des grosses boules au niveau de la tête, des tempes, des deux côtés. Et la pédiatre, quand elle est venue, elle m'a dit que c'était normal, que c'était dû aux spatules. Et c'est là où on a commencé déjà un petit peu à s'inquiéter. On a posé la question à tous les médecins qui nous entouraient et qui nous ont dit « Non, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est à cause des forceps que ça a créé ça, mais il n'y a pas de dommages derrière. » Rassurés, Fanny et Cédric rentrent chez eux. Alors les premiers jours se passent très mal, donc j'ai fait appel justement à une sage-femme pour qu'elle vienne tous les jours. Et elle, pareil, elle a constaté les spasmes qu'il avait. Donc au début, elle me croyait que j'étais une toxicomane. Donc elle m'a dit on dirait que c'était un manque. Du coup, je lui ai expliqué que non, j'ai jamais touché à ça. Et après, au bout d'un moment, ça allait plus du tout. Ses pleurs étaient incessants en journée. Par contre, la nuit, il se réveillait pas du tout pour réclamer un biberon. Il y avait rien. Il faisait des nuits complètes. Et après, au bout d'un moment, de 4-5 jours, j'ai dit non, en fait. Et je suis partie aux urgences à Haute-Pierre. Alors à cette première consultation des urgences, tout simplement, il est hospitalisé un jour. On me dit que je suis trop inquiète, qu'il n'y a rien, qu'il va très bien et que tout est tout à fait normal. Est-ce qu'il y a des examens qui sont pratiqués ? Il y a un scanner qui est pratiqué et des prises de sang. Et le résultat du scanner est normal ? D'après le rapport, le résultat est normal, mais d'après le scanner, non, il y avait un écoulement de sang au niveau des méninges. Et ça, on vous le dit ? Non, je ressors sans les examens, effectivement. Juste avec une lettre de sortie qui est accablante. On me dit qu'il a un regard en coucher de soleil, qu'il tremble, que son rythme cardiaque est trop accéléré, qu'il a un problème au niveau d'un œil, un nystagmus ça s'appelle, et on me laisse sortir comme ça. Et est-ce que vous savez ce que ça veut dire tout ça ? Oui, j'ai regardé du coup sur internet en rentrant. Et après j'ai appelé une tante qui est infirmière par rapport à tout ça, qui m'a dit que ça peut être de l'hypertension intracrânienne. Personne ne vous explique ? Non, car ils m'ont dit que tout allait bien, que j'étais juste trop inquiète. Mais par la suite, on a dû se rendre en urgence. Après mon travail, j'ai dû rentrer assez rapidement pour aller voir un médecin à Vendenheim. Et lui, par contre, elle, a mesuré le périmètre crânien et a dit qu'il y avait un souci. Et pourtant, 3 jours avant, on nous a dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'il était normal. Retour aux urgences à Haute-Pierre sur les conseils de la pédiatre, inquiète du périmètre crânien anormal. Pourtant, le jeune couple et leur bébé sont renvoyés chez eux. Mon conjoint était en train de changer Lucas. Et quand j'ai enlevé la vieille couche qui était pleine, c'est là qu'il a régurgité tout le repas qu'il avait pris, oui. Voilà, et c'est là que j'ai compris que, quand j'ai entendu sa respiration, qu'il était en train de s'étouffer parce qu'il était couché. Et donc j'ai tout de suite pris contre moi et j'ai essayé de le tapoter comme après le manger pour qu'il fasse son rot et pour qu'il évacue. Et moi, j'étais dans la chambre, en fait. Et au bout d'un moment, il vient me chercher en panique parce que Lucas avait régurgité et qu'il réagissait plus. Donc du coup, directement, j'appelle le SAMU. Qui décide de le transporter à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, nos familles arrivent parce qu'on les a prévenus. Et on n'a plus de nouvelles de Lucas pendant de longues heures qui deviennent en fait interminables. Ils n'ont pas fait leur rôle de médecin à essayer de rassurer les parents. Mais alors loin de là, la médecin qui s'occupait du petit est venue nous voir et elle nous accusait directement
oui, c'est obligé qu'il est tombé, ou que vous avez fait quelque chose, ou que vous l'avez secoué, c'est pas possible autrement. Elle nous a dit ça. Nous, on n'arrive pas à entendre ça, forcément, en tant que parents. On peut vraiment pas imaginer ça. Et elle vient, elle nous balance ça. Alors, ils nous ont annoncé le 13 juillet à 15h, dans la salle d'attente, le décès cérébral de Lucas. Et que si on voulait des explications, il fallait qu'on demande à nos enfants. On nous dit tout de suite qu'on l'a secoué, que c'est la seule explication qu'il y a. Et que les autorités judiciaires sont au courant. Ah non, mais là, c'est la fin du monde. Je me dis, mais c'est pas possible. Je me dis, mais c'est pas possible. Ils ont pas entendu les enfants, ils nous ont pas entendus. On leur a dit que depuis le début, ça va pas avec Lucas, qu'il y a quelque chose dans son attitude et dans son comportement qui n'est pas normal. Très vite, Fanny et Cédric sont en garde à vue à la gendarmerie. 9 heures pour Fanny, 48 heures d'interrogatoire musclé pour Cédric. Personne ne voulait me croire. Ce que je n'ai pas fait, ils voulaient que je le dise, clairement. Ils ont insisté, ils m'ont laissé pourrir en cellule. Ils me ressortaient de la cellule pour après me persécuter à nouveau, pour me faire des gestes. C'est-à-dire des gestes? Ils me montraient comment secouer un enfant. Et ils me disaient des choses qu'on peut pas dire. Moi, je sais pas, je leur ai dit, c'est pas possible, vous avez pas d'enfant, c'est pas possible. Alors ensuite, Cédric, il est déféré devant un juge des libertés, et donc 48 heures après, et il est directement envoyé en prison à l'ELZO, en détention provisoire. Qu'est-ce qui lui est reproché? D'avoir tué Lucas. Ils m'ont mis dans un bâtiment de violeurs, et c'est par la suite de d'autres détenus qui me demandaient « Tu viens d'où ?» Je leur disais « Voilà, je viens de là en bas. » « Ah, t'as violé un enfant, t'as tué un enfant. » Je bougeais pas de la cellule. Vous passiez vos journées dans la cellule? Dans la cellule, à la fenêtre, en pleurant. Et puis de voir son fils en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait, c'est injuste, c'est tellement injuste, et ça nous prend aux tripes. Et on est maman, tout ce qu'on veut, c'est quand notre enfant a un bobo, lui mettre le sparadrap. Eh ben, sauf que là, il n'y a pas de sparadrap. C'est qu'on l'a pas. C'est qu'il n'y en a même pas. On n'a rien, en fait. Les mots sont jamais les bons. On ne sait pas quelle attitude adopter, parce que c'est de voir son fils tellement mal, tellement triste, tellement malheureux, c'est difficile. Bien sûr. De pas pouvoir les soulager. Le document qui accable Cédric est un rapport d'autopsie rédigé par Jean-Sébastien Rolle, médecin légiste de Haute-Pierre et un des 5 experts français de ce que l'on appelle le syndrome du bébé secoué. L'épisode de violence est survenu dans les instants qui ont précédé l'appel au secours. L'hématome au niveau des méninges qu'il a observé chez le petit Lucas a suffi à le convaincre que le bébé avait été secoué par son père. Je savais qu'il n'était pas coupable. Je le connais, il n'était pas du tout violent. Et je le voyais avec notre enfant, il était complètement gaga. Et donc moi, directement, j'essaie de trouver un docteur qui veuille bien m'aider. Et au final, je tombe sur Monsieur Maresco, qui lui accepte de me recevoir. Et au final, qui va tout m'expliquer du début à la fin et pourquoi mon enfant est décédé. Et donc j'ai revu le dossier avec elle et c'était délirant. C'est-à-dire qu'on voyait un enfant dont le développement avait été anormal pendant la grossesse, avec un périmètre crânien qui est augmenté de façon pathologique pendant la grossesse. L'enfant avait été hospitalisé avec un tableau plus que typique d'hypertension intracrânienne. Il avait tous les signes, ce qui est écrit dans le dossier, par les infirmières, par les internes, par les externes, c'est que cet enfant avait donc son regard en coucher de soleil, le nystagmus, un périmètre crânien qui avait augmenté de 3 cm en quelques jours, et il sort avec un diagnostic d'intolérance à la chaleur. Les symptômes de Lucas, c'est les symptômes qui sont décrits dans des bouquins pour étudiants en médecine. Si les médecins s'étaient posés 10 secondes, avaient tapé, même pas sur un site de biographie médicale, Google, ils auraient tapé « regard en coucher de soleil », mais ce regard dévié vers le bas, ou cette façon de battre des yeux, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les structures en profondeur au niveau du tronc cérébral qui contrôlent les mouvements oculaires sont déjà comprimées. Et quelques centimètres en dessous, c'est les structures qui contrôlent la respiration et le cœur.
Donc on passe du regard en coucher de soleil si on ne fait rien, à l'arrêt cardiaque et à l'arrêt respiratoire. Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Le travail du professeur Marescot va convaincre les enquêteurs et 2 mois et demi après son incarcération, Cédric est libéré. Je me suis dit, pour moi, c'était parti, j'allais pourrir dans cette cellule, avec des rats, avec des cafards aussi. Pour moi, j'allais pourrir là, et en une fraction de seconde, le maton est arrivé. Monsieur Kunzmann, vous êtes libéré. J'ai dû lui demander le ticket de sortie pour vraiment le croire et pour pouvoir quand même un peu sauter de joie, quoi. J'ai jamais entendu parler de Christian Marescot, je le connais pas du tout. Et quand j'ai appris ce qu'il avait l'intention de faire, ce que lui il en pensait, j'étais content, très content. Je me suis dit que c'est le seul qui pourra sûrement faire éclater la vérité. Et c'est ce qu'il a fait, et je l'en remercie, et je sais pas comment le remercier. On est mercredi 30 septembre, il sort. Il est 3h10, et c'était un beau jour. Il aurait déjà, ce jour-là, aurait dû arriver bien plus tôt. Et puis d'ailleurs, il aurait pas dû y aller, quoi. Donc ouais, c'est un soulagement à se dire, merci monsieur Marescot. Ils m'ont tout de suite dit, au moment où je suis sorti de détention, que que j'étais en conditionnel, que j'étais pas vraiment libéré, que j'étais quand même surveillé. J'ai signé un papier qui me dit que je suis sous contrôle judiciaire. J'ai l'interdiction de quitter le territoire. Et ça fait déjà maintenant 3 ans. Et toujours pas de nouvelles. Moi, j'ai déposé une plainte contre les hôpitaux de Strasbourg pour négligence médicale. Et ma plainte a été classée sans suite. Parce que Cédric est toujours mis en examen. Donc pour le moment, une autre plainte ne peut pas aboutir. Vous êtes en colère encore aujourd'hui ? Oui. C'est surtout le fait qu'on néglige mon fils et après qu'on ose encore nous accuser. Ça passe pas du tout en fait. Eh bien, j'attends et d'une qu'ils abandonnent les poursuites contre Cédric et qu'ils se chargent de trouver les vrais coupables, parce qu'il y en a, ils sont définis dans le dossier. Ils ont tous signé. Tous. Pour vous, les responsables sont à l'hôpital ? Ah, y a aucun doute. Nous avons proposé au médecin légiste Jean-Sébastien Roll de s'exprimer sur ce cas. À l'époque, il n'a pas eu toutes les informations concernant l'état de santé du petit Lucas avant son décès. Et son rapport d'autopsie, concluant à un secouement du bébé, a envoyé un jeune père en prison pour rien. Monsieur Nicolas, bonjour, c'est le secrétariat du professeur Roll. Donc j'ai laissé un message à professeur Roll. Il ne peut donc vous répondre, donc il ne vous téléphonera pas et il ne vous recevra pas dans son bureau. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir, monsieur. Il est regrettable que le docteur Roll n'ait pas voulu répondre à nos questions car nous aurions évoqué avec lui une autre de ses expertises pour laquelle il a encore une fois été désavoué, l'affaire du petit Luckman. Il est où le triangle, Luckman ? Tu montres le triangle ? Le triangle, il se trouve où se trouve le triangle ? Luckman a 2 ans et demi aujourd'hui et il redécouvre la vie de famille. Quand nous rencontrons ses parents, cela fait 1 mois à peine que l'enfant leur a été rendu. Dès l'âge de 3 mois et pendant 2 ans, Luckman a été retiré à ses parents sur décision de justice. Ismaël et Asma, sa femme, sont soupçonnés d'avoir secoué leur bébé et provoqué des hématomes sous-duraux au niveau des méninges. Nous sommes en septembre 2016. Luckman est déshydraté et il vomit. En pleine nuit, ses parents se présentent aux urgences d'Hautepierre. Alors, durant toute la nuit, depuis qu'on était arrivés, mon enfant, il n'allait pas du tout bien et j'ai insisté pour qu'un médecin puisse venir voir mon enfant. Et elle est arrivée, elle l'a ausculté à nouveau et elle m'a dit « Écoutez, madame, vous inquiétez pas, c'est une gastro. D'ici à 2-3 jours, vous verrez, ça va partir. » Donc là, je me rassure, je me dis maintenant c'est le médecin qui m'a dit ça va aller. Et une fois que le médecin il sort de la chambre, Luckman il s'est calmé toujours pas, donc je l'ai pris contre moi pour j'essayais de lui parler et de le calmer. Et pendant que je l'avais dans les bras, il se tourne en arrière et il regarde en haut. Et il devient rigide, pâle. Et ça m'avait effrayée. Donc à ce moment-là, j'ai bipé la sonnette pour appeler les infirmières.
Mais il n'y avait personne qui était venu. Et je suis partie les chercher. Et à ce moment-là, ils sont arrivés et ils ont appelé les médecins. Et à partir de là, ils ont commencé à faire les examens pour en savoir plus. Au début, c'était normal. Enfin, la relation était normale. Tout le monde essayait de chercher à comprendre ce qui se passait. Et au fur et à mesure des examens, la façon dont les examens s'enchaînaient et l'attitude de certains médecins me faisait croire qu'ils cherchaient autre chose. Et je voyais très bien leur attitude par rapport à nous, comment ils examinaient l'enfant, etc. Même leur regard, dans certains cas. Et à partir de là, on nous posait des questions ambiguës. Enfin, est-ce que votre enfant serait tombé? Est-ce que quelqu'un vous l'aurez laissé avec quelqu'un, etc. C'était ce genre de questions qu'on nous posait. Et juste avant, vu que je vous avais dit qu'il y avait une prise de sang qui était arrivée, et cette prise de sang expliquait clairement que notre enfant avait une vitamine K qui était effondrée. Donc, c'était un INR supérieur à 10. Ce qui fait que risque d'hémorragie spontanée. J'étais sûre qu'il n'était pas tombé, mais vu que les médecins nous ont posé la question, on s'est quand même interrogé parce qu'on cherche à comprendre, on cherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc non, il n'est jamais tombé. C'est ce qu'on leur a dit, mais on n'avait pas l'impression qu'on nous croyait. Et d'ailleurs, il y avait eu une infirmière qui s'occupait de Loukman pendant une demi-journée, la matinée et l'après-midi. Et à un moment donné, elle vient dans la chambre, elle me dit « Écoutez, il faut avouer, vous l'avez secoué, arrêtez de mentir. Les médecins ils disent que vous l'avez secoué, vous l'avez secoué. » Et c'était la première à m'annoncer qu'on doutait de syndrome de bébé secoué. D'après mes souvenirs, en fait, ça serait à partir du moment où ils ont fait les IRM et les scanners et ils ont découvert qu'il y avait différents hématomes, enfin des hématomes de différents âges. C'est à partir de là, en fait, il y a eu des suspicions. L'enfant aurait été secoué plusieurs fois. Pour moi, j'avais jamais entendu ça. Je ne croyais pas qu'on pouvait m'enlever mon enfant. Je ne croyais pas à ça et c'est ce que je leur disais, vous ne pouvez pas m'enlever mon enfant. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. J'ai dû prendre mes habits et mes affaires et quitter l'hôpital et laisser mon enfant. On l'a brutalement sévré parce qu'il était allaité et j'ai dû partir et le laisser. J'ai pas eu le choix. À partir de là, on est retourné voir l'assistante sociale, on nous a demandé d'aller la voir une deuxième fois et qui nous dit qu'elle allait envoyer un rapport au procureur pour des suspicions de maltraitance, étant donné les résultats médicaux. Durant l'interrogatoire des enquêteurs, en fait, on nous avait annoncé que l'expert avait donné son avis et qu'il dit qu'il y a clairement eu secouement. Et avec le geste, on nous expliquait avec le geste. D'où les hémorragies au niveau des cervicales. Est-ce que vous savez qui signe ce rapport? C'est le docteur Roll, qui est connu comme étant l'expert des bébés secoués. Loukman va rester placé dans la pouponnière de l'hôpital pendant 2 ans. Au début, ses parents ne peuvent pas le voir et on leur cache que durant son hospitalisation, l'enfant va faire des crises d'épilepsie et des hématomes sous-duraux. On a tapé sur Internet pour avoir les informations parce que les médecins ne voulaient pas nous expliquer quoi que ce soit. Mais on n'est pas des médecins, mais pourtant on a compris que la vitamine K, elle avait un rôle important. Donc le fait qu'il n'avait pas de vitamine K, son sang, il ne coagulait pas et c'est pour ça qu'il avait des hémorragies. Et la spécialiste de la coagulation qu'on allait voir, quand on lui a dit qu'il y a des suspicions de maltraitance et de secouement, elle nous a montré les résultats de l'analyse sanguine, de l'analyse, et elle nous disait clairement que notre enfant ne pouvait pas être secoué, étant donné son effondrement de la vitamine K. Un secouement, ça l'aurait tout simplement tué, en fait. Elle nous disait qu'il fallait rechercher s'il n'avait pas une maladie génétique, en fait. Avant que ces analyses génétiques soient réalisées, la machine judiciaire avance. Le procureur a envoyé un rapport qui explique qu'on doit s'éloigner de notre enfant, que toute personne doit se rapprocher de notre fils. Parce que les juges, ils se basent sur ce que l'expert il dit. Et on n'avait même pas de mots à dire parce qu'on n'est pas de médecin. Donc c'est que le médecin qui a raison.
Donc on a écouté le médecin et on l'a placé pendant 6 mois. Ils ont prolongé le placement. Pourquoi ? Toujours parce que le médecin dit que c'est un bébé secoué. Donc cette situation elle a duré 2 ans. On nous a informé qu'il y avait un médecin qui était connu pour son honnêteté et à qui on pouvait présenter le dossier. Et c'est le professeur Maresco. Le professeur Maresco va tout de suite relever sur un des documents émanant de l'hôpital une information capitale. Les parents de Luqman sont cousins germains. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les parents ont un lien de parenté, l'enfant est beaucoup plus exposé à présenter ce qu'on appelle une maladie récessive. Donc la logique aurait été, à partir du moment où on avait vu que cet enfant avait un problème de mauvaise absorption de la vitamine K, puis d'autres vitamines, la vitamine D, la vitamine E, de rechercher les maladies génétiques entraînant une mauvaise absorption des vitamines. On ne peut envisager la maltraitance devant la découverte d'un hématome sous-dural que si on a éliminé formellement toutes les maladies naturelles qui peuvent favoriser l'apparition d'un hématome sous-dural. Ça, c'est le principe de base auquel tous les experts sont supposés adhérer. Grâce au docteur Maresco, qu'il a alerté les juges, l'hôpital, etc. À ce moment-là, en fait, le juge d'instruction, il nous a autorisé de rester avec notre enfant pendant les soins. Au bout d'1 an et demi, on a découvert la pathologie et puis petit à petit, nos droits se sont élargis. Dans le cas du petit Luqman, on aurait posé la question à la biologiste qui avait fait les dosages et à une équipe de généticiens. Le diagnostic apparaissait immédiatement et Luqman était traité 6 mois plus tôt et n'avait pas les séquelles qu'il a actuellement parce que ces 6 mois de retard de traitement étaient dramatiques. La justice va finalement reconnaître son erreur. L'expertise erronée du docteur Roll est rejetée. Mais pour ne pas totalement se dédire, la juge des enfants va avoir une idée originale, ordonner le placement de Luqman au domicile de ses parents. Aujourd'hui, la justice a refermé définitivement ce dossier. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu un cas où il avait été logique d'accuser les parents avant de faire le bilan complet et de reconstruire l'histoire de façon précise en partant de la grossesse, l'accouchement, les premiers jours et les premières semaines de vie. Dans tous les cas, si on prend ces précautions, pour les cas qui m'ont été soumis, le diagnostic était évident. Donc c'est pas simplement on a accusé les parents à tort, on a laissé les enfants sans soins. Je vous avoue que j'ai plus de confiance. J'ai plus de confiance parce que quand on ramène notre enfant pour le faire soigner et puis on se retrouve accusé et en plus de ça on sait que voilà il y a des soucis de santé, on voit que les médecins ils cherchent pas autre chose que nous accuser, on perd la confiance. Depuis que il est avec nous, j'ai envie de dire, il va très bien, il grandit très bien. On essaie de rattraper les temps perdus, même si voilà c'est quand même 2 ans. Elle est la révélation à mes problèmes. Naomi était une jeune maman de 22 ans, pleine d'énergie, radieuse, un des 8 enfants de la famille Musenga. Les Musenga, c'est un clan, réuni par un livre, la Bible, et par un mode de vie, la foi. Une foi qui va être mise à rude épreuve le 29 décembre 2017. Tout commence quand la mère de Naomi reçoit un message d'un de ses fils. Naomi a été transportée à l'hôpital de Haute-Pierre. Maman, Naomi est aux urgences. Urgence. Moi, je dis, urgence, ça ne marche pas. Non, maman, Naomi à la réanimation, il est temps de partir. Je dis, mais la réanimation, pourquoi Naomi serait à la réanimation? Et j'appelle mon fils. Il me dit, non, maman, c'est vraiment inquiétant. Elle a mal au ventre. Les parents de Naomi se précipitent à l'hôpital avec une de leurs filles, Louange. On nous a d'abord accompagnés dans une petite chambre, enfin dans une petite pièce. Et moi, j'étais là quand le médecin est rentré. De toute façon, on était en réanimation. Donc on savait qu'on n'allait pas avoir une réponse très positive, mais on ne s'attendait pas du tout à ça. La seule phrase que je me rappelle, c'est qu'on n'a pas pu, on n'a pas pu la faire revenir. On n'a pas pu faire plus. Et quand je me retourne vers ma mère, j'entends juste un bruit
énorme, boum, elle était tombée. C'était comme si la fin de ma vie, parce que les pieds ne répondaient plus. J'essayais de me reprendre pour m'asseoir, rien du tout. J'étais par terre. Et je me souviens encore que Louange aussi était à côté. Je la sentais crier. Je me sentais mourir en même temps. Comme si j'étais descendue avec Naomi. Comme si on mourait ensemble. Quel effroi, on est effrayé. Hein. Et puis, une profonde, comme elle est, une profonde tristesse, on ne sait pas. J'étais comme dans une autre planète. Hein. Merci à Dieu parce que la force était là, on a pu quand même supporter le choc. C'était choquant, très choquant. Le soir même, je me rappelle aussi qu'on a beaucoup parlé avec le médecin parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. Même quand je voyais ma sœur sur le lit, je me dis, bon, ça c'est pas Naomi, mais il faut quand même qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe là. L'hôpital ne dit rien des causes du décès de Naomi, et si le choc de la mort est terrible, ce que la famille va apprendre 4 mois plus tard va provoquer chez elle incrédulité, dégoût et colère. En avril 2018, la famille reçoit par courrier l'enregistrement de l'appel que Naomi Musenga a passé au SAMU le 29 décembre 2017 à 11h30. Non. Je te charrie. Dis-moi, donne-moi le numéro de téléphone. Alors, non, mais la dame que j'ai au bout du fil, c'est ce qu'il faut lui conseiller de faire en plus. Hein. C'est vrai? Ouais, elle a appelé la police, alors... c'est parce qu'elle a la grippe, c'est ça? Elle a appelé la police. Je sais pas, mais je crois qu'elle m'a dit elle va mourir. Oh, si. Ça s'entend, hein, elle va mourir. Allez. Alors, le nom, j'ai compris Musenga, M-U-S-E-N-G-A, je lui ai fait épeler, a priori ça doit être ça. Elle a 22 ans, elle a des douleurs au ventre. Ouais. Bon, elle a ses règles, mais c'est pas ça apparemment. Ouais. Elle a de la fièvre et elle va mourir. Ah, ouais, c'est sûr qu'elle va mourir un jour. C'est certain, ouais. Comme tout le monde. Voilà. Ouais, ça marche. Écoute, je te la passe. Hein, ouais. Merci. Oui, allô? Allô? Aidez-moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, si vous me dites pas ce qui se passe, je raccroche, hein? Madame, j'ai très mal. Oui, bah vous appelez un médecin, hein? D'accord. Voilà, vous appelez SOS médecin. Je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir, certainement un jour, comme tout le monde. Ok. Vous appelez SOS médecin, c'est 03 88 3 x 75. D'accord? Vous avez compris? 03 88 3 x 75. S'il vous plaît, aidez-moi, madame. Bah, je vais vous aider, je sais pas ce que vous avez. J'ai très mal. Oui, et vous? J'ai très mal au ventre. Oui? Vous avez mal au ventre? Il me fait mal partout. Oui, bah vous appelez SOS médecin au 03 88 75 75 75. Voilà, ça je peux pas le faire à votre place. 03 88 75 75 75. Qu'un médecin vous voit, ou sinon vous appelez votre médecin traitant. D'accord? Voilà, au revoir. Si les bandes-son n'avaient pas été communiquées à la famille, jamais on connaîtrait l'histoire de Naomi. Ce serait une pauvre jeune fille qui serait décédée toute seule dans son appartement, de je ne sais quelle pathologie, et ça ne serait pas aller plus loin. Toute la France a entendu ce message, cette communication invraisemblable, ces réponses totalement inappropriées, ce manque de respect à chaque individu que nous sommes. Tout le monde a été sensibilisé, et plus particulièrement probablement des hauts responsables, et entre autres l'État. L'IGAS est missionné et doit établir un premier rapport. On leur demande de déposer ce rapport dans un délai très bref. Ils vont le faire. À 2 reprises, lors de son appel au SAMU, Madame Naomi Musenga n'a pas bénéficié d'une prise en charge conforme aux bonnes pratiques. Le traitement par le SAMU entraîne un retard important dans la prise en charge. Dans le cas de Madame Naomi Musenga, l'appel n'a pas été transmis à un médecin régulateur, alors que le caractère médical de l'appel apparaît peu discutable. On ne peut pas arriver dans un hôpital universitaire 4 heures après l'appel désespéré d'une patiente qui se sent mourir et qui habite à exactement 4 minutes de l'hôpital. Est-ce que cette perte de temps a été pour Naomi une perte de chance de survie?
Oui, par définition. L'appel est à 11h30 et il n'y a pas l'ombre d'un traitement rationnel jusqu'à 14h30. Donc il y a déjà une première perte de chance que personne ne pourra contester, c'est qu'on a laissé Naomi s'aggraver face à son angoisse horrible de la mort toute seule. 2 documents illustrent les recherches des causes de la mort de Naomi Musenga, le rapport d'autopsie et les résultats de l'analyse toxicologique. Voilà ce à quoi on voudrait nous faire croire aujourd'hui. 1. Quelle que soit l'heure à laquelle Naomi aurait été prise en charge, de toute façon c'était trop tard, sa situation était irréversible. 2. Non seulement on est responsable de rien, mais en plus Naomi a, de façon inconsidérée, consommé du paracétamol, qui est inévitablement ce qui a entraîné son décès. Le corps de Naomi a été autopsié au bout de 5 jours, et lors de l'autopsie, le corps présentait, au sens médical du terme, mais c'est clairement établi aussi, une putréfaction avancée. Pour moi, quand j'ai lu le dossier, avec les choses évidentes qui étaient écrites, les résultats des examens biologiques qui montraient clairement que le foie n'avait pas souffert de façon importante. Les résultats de l'autopsie qui disaient clairement « ça ne peut pas être une hépatite au paracétamol », je suis arrivé à la conclusion que l'expert n'avait pas pu lire le même dossier que moi. L'expert parle par exemple pour le paracétamol de taux sanguin, alors qu'il n'y a jamais eu de dosage dans le sang, puisque on n'avait plus de sang. Un rapport d'analyse toxicologique réalisé par un autre médecin du CHU de Strasbourg fait état de la présence de paracétamol dans le liquide pleural, autour des poumons, ainsi qu'un antispasmodique, l'atropine. Mais les autres produits injectés dans le corps de Naomi sont introuvables. Naomi a reçu par voie intraveineuse du spasfon. Il n'y avait pas de spasfon dans le liquide pleural, de la morphine. Il n'y avait pas de morphine dans le liquide pleural. Naomi a reçu par voie intraveineuse à 4 reprises un médicament pour bloquer les effets de la morphine. Il n'y avait pas trace de ce médicament, le Narcan, dans le liquide pleural. Elle a été mise en anesthésie générale en utilisant 2 médicaments, l'Hypnovel et le Sufantin. Ces 2 médicaments qu'elle a eu en perfusion jusqu'à son décès, il n'y en a pas trace dans le liquide pleural. Donc il y a une réponse simple. Le liquide pleural n'est pas le bon endroit pour faire une analyse toxicologique. Nous avons proposé à l'auteur de ce rapport, le professeur Kintz, de nous expliquer pourquoi il n'a trouvé que du paracétamol au cours de son analyse toxicologique. Pascal Kintz, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Kintz, pardon de vous déranger, je m'appelle Bernard Nicolas. J'ai sous les yeux votre rapport. Est-ce que vous pourriez m'éclairer sur 2 ou 3 points ? Non. Ah non ? Pourquoi ? Non, je n'ai pas à faire ça. Ah, non parce que je vais... Je ne sais pas comment vous pouvez avoir mon rapport sous les yeux, mais moi je n'ai pas à vous répondre en quoi que ce soit sur le plan déontologique. C'est un rapport qui a été rendu à l'hôpital de Strasbourg. Si vous avez des questions à leur poser, c'est directement auprès d'eux. Et moi je ne vous commenterai pas du tout. Je veux dire, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste un principe éthique. Je suis très surpris que vous ayez ce rapport. On a un postulat qui choque tout le monde, qui peut même inquiéter, c'est le paracétamol, mais qui tient sur rien. Absolument rien. Donc il ne sera pas difficile pour un expert objectif, un expert compétent, de pouvoir pour le moins écarter l'histoire du paracétamol. On peut dire de quoi Naomi n'est pas morte. Elle n'est pas morte du paracétamol. Il est plus difficile de dire de quoi elle est morte. Quelle que soit la cause du décès, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on l'ait. Nous, on n'arrive pas à dormir correctement à cause de ça, donc il faut qu'on l'ait. J'attends que justice soit faite pour notre fille, pour que ça donne leçon à nous qui sommes restés, pour que cela ne puisse pas se répéter comme nous sommes en train de le dire. C'est-à-dire, cette histoire de continuer à se moquer des gens doit cesser. On s'est moqué de Naomi pour la prendre en charge quand elle a demandé l'aide. On s'est moqué de son corps. On s'est moqué de sa famille. Hein. On passait comme si, comme du débat, allez. On s'est moqué de nous, comme ça. Donc, je ne pense pas aussi que dans les instances judiciaires, encore, on va se moquer de nous. Le problème de Naomi, c'est
en effet grave, dramatique, il faudra apporter des réponses à la famille, mais derrière cela, il y a l'énorme souci des urgences défaillantes dans le système français. Et on a bon espoir que cela ne pourra pas rester juste un fait divers. Visés par plusieurs plaintes, les hôpitaux universitaires de Strasbourg occupent pourtant la 4e place du palmarès des meilleurs hôpitaux en France. En réalité, cet hôpital est atteint du même mal que de nombreux établissements, des urgences défaillantes car sacrifiées au nom de la rentabilité. Les urgences, c'est pas loin de la rhétorique sur la bobologie, etc. C'est, je dirais, le point de fixation de tous les problèmes du système de santé français. Il y a des cas dramatiques de mauvaise prise en charge, de retard de prise en charge, de bavure médicale, etc. Bon. Mais quand même, il y a des millions de séjours par an qui se passent très bien. Parfois, les directions sont très au courant des mauvaises pratiques de certains de leurs médecins, mais ils défendent avant toute chose la réputation. Alors d'abord, la réputation de leur établissement. Quand on évoque le fait qu'une direction aurait couvert les agissements d'un médecin fautif, il faudrait voir si, en l'occurrence, le directeur, contrairement à ce que vous semblez penser, a vraiment les coups des franches pour prendre une décision. Donc aujourd'hui, les directeurs n'ont pas de pouvoir hiérarchique sur les médecins, ils n'ont pas de pouvoir de les déplacer, ils n'ont pas de pouvoir de les sanctionner. Vous ne pouvez pas avoir, au sein d'un même service, aucune action de pouvoir, d'autorité pour modifier des comportements d'un autre praticien. Une fois son diplôme en poche, vous pouvez faire toute votre carrière sans être réévalué. Un professeur de relations publiques, il va quand même avoir la visite de l'inspecteur régulièrement. À l'hôpital, non. À tel point que je ne sais plus où j'ai entendu cette anecdote d'un jeune praticien qui venait d'avoir son diplôme, il avait réussi son concours de praticien, qui disait « Le prochain événement de ma carrière, ce sera ma retraite ». Si l'hôpital public est en crise en France, la multiplication des drames à Strasbourg en fait un cas à part. Ce que je ressens aussi qui est propre à Strasbourg, c'est que l'hôpital ne reconnaît jamais une erreur. On va modifier l'histoire clinique pour arriver à mettre en cause le patient lui-même ou sa famille. Dans tous les cas que vous avez eus, il y a toujours l'erreur de raisonnement de départ, les complications liées à cette erreur de raisonnement, et après, ce sera parce que les parents ont dopé Maxime que sa rate a saigné, parce que Alexandra se shootait à la cocaïne qui a fait un accident vasculaire au niveau de la moelle cervicale, parce que les parents de Lucas ou de Luckman étaient violents, parce que Naomi était dans une période de tristesse à cause du mauvais contact avec ses parents et qu'elle s'est suicidée au paracétamol. Donc il y a quelque chose qui se rajoute là, qui devient terrible pour les familles, c'est qu'elles sont systématiquement accusées. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de faute médicale, il y a le patient qui est victime de ses propres erreurs, qui a fait ce qu'il ne devait pas faire, qui a pris les produits qu'il n'aurait pas dû prendre. Ça, réellement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est presque naturel dans le raisonnement des hôpitaux universitaires de Strasbourg. C'est presque naturel parce que j'en ai vu un nombre très impressionnant de cas. Je ne l'ai pas entendu signaler avec la même fréquence dans d'autres hôpitaux. Nous avons proposé à la direction du CHU de s'exprimer dans notre film. Par un email, elle nous a notifié son refus. Les HUS ne sont donc pas en capacité de s'exprimer publiquement sur les situations individuelles de patients, au risque d'interférer avec le bon déroulement des procédures en cours. Baba Tenzambe, aloba ponanga, na yebiete, likolo ekolo ba ponanga, Baba Tenzambe, aloba ponanga, allez marchons, na yebiete, likolo ekolo ba ponanga, Baba Tenzambe. Bye.
Loba, loba, loba.